Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors cette lettre, maintenant c'est une lettre du 5 mars 1911 du cardinal Ferrari, donc toujours l'archevêque de Milan, au cardinal Delay. Donc il répond, le cardinal Ferrari répond au cardinal Delay à sa lettre du 1er mars. Et il remercie avant tout de ce qu'on lui a dit dans le but de lui ôter toute préoccupation, mais il revient sur les accusations déjà connues de Laris Cosa et il exprime, dit-il, sa vive douleur à cause de 3 soucis qui, je le sens, se manifestent petit à petit autour de mes affaires et de celles de Milan. Donc 3 soucis. Le premier, on pense que je veux m'obstiner à considérer qu'à Milan, il n'y a pas de modernisme. Je n'ai jamais nié qu'il y ait ici un peu de modernisme. Et il continue en disant qu'il a agi contre. Le deuxième souci, on pense que l'archevêque fait cause commune avec l'Unionnais. Il n'y a rien de plus faux. L'Unionnais appartient à une société d'actionnaires, vraiment indépendante par rapport à l'archevêque. J'ai favorisé le journal, je le répète pour la 10e fois, parce que le Saint-Père me l'a demandé clairement. Et je l'ai aussi recommandé au clergé. Soit parce que le clergé, avec un nombre important d'actions, peut y exercer plus efficacement une bonne influence, soit parce que le journal se répand dans la population pour se substituer à la mauvaise presse, soit aussi pour empêcher ce même clergé de lire les journaux libéraux. Il est inutile de le dissimuler. Aujourd'hui, tous veulent des journaux donnant des informations fraîches, et un journal qui est en retard est un journal qui est peu lu. Et c'est pour cette raison que Monseigneur Fontana accueillit de bon gré le propagandiste de l'Unionnais, parce qu'il voyait bien qu'autrement, la plupart des gens, et même le clergé, se mettraient à lire « Il Corriere della Sera ». Et le troisième souci, on pense qu'à Milan, et spécialement dans le séminaire, il y a on ne sait quel dommage. Et ici, le cardinal termine en disant qu'il continuera de souffrir tant qu'on ne lui fera pas connaître les chefs d'accusation, afin qu'il puisse répondre et, comme il espère, réduire à néant toutes les accusations. Il est tenace, hein. Ensuite, nous voyons une lettre de Monseigneur Gottardo Scoton au cardinal Delay. Donc le même jour, 5 mars, Monseigneur Gottardo Scoton écrivait lui aussi au cardinal Delay en lui envoyant des coupures de journaux concernant le fameux différend. Ensuite, il traite la question de la malheureuse interview dont on a déjà parlé. Je vous assure, écrit-il, que j'ai accepté l'interview très confiant dans le fait que mon affectueux respect envers la personne du cardinal Ferrari serait publié par d'autres chers et avec une plus grande réclame. J'ai été trompé. Et les correspondants, qui me paraissaient loyaux et qui disaient partager mon point de vue, purement catholique et favorable au pape, déformèrent mes idées. Ils se sont servis de mon profond respect pour le pape
pour me présenter comme étant irrespectueux envers l'archevêque. Patience, c'est en se trompant qu'on apprend. Ensuite, Monseigneur Gottardo-Scoton exprime un seul désir, savoir quelle attitude le pape et le cardinal Delay désirent qu'ils prennent. Dois-je me taire? Je serai silencieux comme une tombe en laissant se déchaîner contre moi non seulement la clamor turbarum, la clameur de la foule, mais aussi, s'il le fallait, les coups de bâton. Dois-je écrire? Je suis prêt. Mais dans ce cas, je désire connaître parfaitement la volonté des supérieurs. Et si on me présentait une formule, aussi humiliante qu'elle soit, et peu importe qu'on la fasse paraître comme mienne ou comme imposée, je la signerai à 4 mains et les yeux fermés. Il suffit seulement que triomphe la vérité. Le lendemain, c'est Monseigneur Andrea Scoton qui écrit au pape. On voit clairement que dans cette lettre, les frères Scoton avaient reçu de forts reproches de Rome, probablement à cause de la fameuse interview. Seul, écrit-il, le Seigneur sait dans quel état se trouve mon âme. Mais avec la grâce divine, je suis prêt à tout, et je le répète avec saint Grégoire de Nazianze, si cette tempête s'est élevée par ma faute, jetez-moi dans la mer. Je donnerai mon sang pour réparer tout ce qu'il y a pu y avoir d'incorrect et d'excessif de ma part. Et je ne m'accorde aucune excuse pour me disculper. Je croyais bien faire, et j'ai mal fait, que Dieu me pardonne. Et il signe sa lettre, le très désolé, mais résigné en Jésus-Christ, Andrea Scoton. Alors le cardinal Delay lui répond oui à Monseigneur Andrea Scoton, le 12 mars. Il faut penser qu'à ce moment-là, le journal La Riscosa était violemment attaqué de tous côtés. Les reproches du Vatican, pour juste qu'ils étaient, avaient amené le découragement chez les frères Scoton. D'où la réponse du cardinal Delay, qui, tout en leur reprochant les imprudences commises, voulait redonner du courage aux défenseurs impétueux, mais sincères et désintéressés de la bonne cause. Parce que ça, le cardinal Delay, comme le pape, ne l'oublie pas. La Riscosa œuvre pour la bonne cause. Le cardinal Delay commence par exprimer à Monseigneur Andrea Scoton le fait que le pape a été plutôt content de sa lettre du 6 mars. On peut toujours, écrit-il, commettre quelque erreur. Et en réalité, il en a été commis dans ce dernier différend. Même le zèle a ses défauts. Il peut manquer parfois de prudence. Il peut exagérer dans les formes. Mais le fait de ne pas approuver ces défauts n'enlève pas, ni ne méconnaît le mérite du zèle, de l'action laborieuse pour la défense vigilante de la vérité et de la justice. Alors, il leur dit, soyez tranquilles et continuez sur cette voie fortitaire, avec courage, mais aussi avec la modération et la prudence nécessaires. Le Saint-Père vous recommande de freiner un petit peu votre frère, Monseigneur Gottardo, qui, ardent comme il l'est, se sent encore jeune, comme il l'a déclaré lui-même. L'orientation de la Riscosa est bonne, écrit le cardinal Delay. Le Saint-Père l'a approuvé et l'approuve. Mais quand, pour la défense de la bonne cause, le journal croit devoir attaquer des choses ou des personnes, il convient, et c'est même un devoir, de ne pas y impliquer l'autorité et la personne du Saint-Père. Ayez devant les yeux cette règle, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
Et ici, on sait bien apprécier cette condition de la fragilité humaine. Donc vous voyez, le ton est très encourageant. Le 19 mars 1911, il y a une lettre de Saint Pidis à Don Domenico Manzoni, curé de Nava, dans la province de Côme. Quelques paroles simplement qui montrent comment Pidis avait très bien compris que tout le vacarme qu'on avait fait avait pour but d'abattre la presse purement catholique. Alors voyons maintenant l'intervention de Saint Pidis dans cette controverse Milan, frère Scoton, sur le modernisme et la conclusion du différend, c'est-à-dire là du 28 mars au 13 mai 1911. On en verra une partie aujourd'hui et l'autre partie la prochaine fois. Donc c'est le point culminant et la conclusion de la controverse Cardinal Ferrari, frère Scoton, sur le modernisme à Milan, que l'on a commencé il y a déjà pas mal de temps. À l'époque où nous sommes, courut et se répandit en privé et en public, avec la participation de la presse, le bruit d'un conflit entre le cardinal Ferrari et Pidis. C'était des bruits, comme toujours, peu précis, mais qui ont été largement exploités, amplifiés par des hommes malveillants, et en particulier par tous ceux qui étaient réfractaires aux directives de Pidis. Alors, on voulut voir dans le très doux cardinal Ferrari une victime, une pauvre victime de l'intransigeance antimoderniste et de l'influence des personnes proches de Pidis, et on montra le cas Ferrari comme l'exemple typique d'un système. Alors peut-être que le cardinal Ferrari lui-même, sans le vouloir, a contribué à donner à ces bruits de la consistance, du crédit, de la continuité, s'il est vrai, et il n'est pas facile d'en douter, que venu à Rome pour le conclave, après la mort de Pidis, et parlant avec le sénateur Filippo Crispolti, qui faisait remarquer l'émotion et la vénération du peuple devant la dépouille mortelle du grand pontife, le cardinal Ferrari lui aurait dit d'un ton sévère « Oui, mais il aura à rendre compte à Dieu de l'abandon dans lequel il a laissé ses évêques devant les accusations dont ceci était l'objet. » Voilà l'accusation de Ferrari contre Saint Pidis. Or, après avoir suivi cette polémique entre les frères Scoton et le cardinal Ferrari, il faut conclure qu'on voit réellement, clairement, qu'il y a eu un conflit d'idées entre le cardinal Ferrari et Saint Pidis dans la question pratique de la presse catholique. Mais sans vouloir discuter des intentions droites du cardinal Ferrari, qu'on suppose droite, chacun devra honnêtement reconnaître que la raison était tout entière du côté de Pidis, lequel, juste à ce moment très pénible pour lui, se montra d'une prudence et d'une charité supérieure à tout éloge. Voilà donc la lettre de Saint Pidis au cardinal Ferrari du 28 mars 1911. Le 23 mars, le cardinal avait écrit à Pidis au sujet de la Riscosa. Pidis met ici en évidence comment l'incident de la Riscosa, qu'il déplorait, avait été exploité comme prétexte pour une campagne à mort contre la presse catholique, la presse sincèrement catholique, ce que Pidis ne pouvait approuver.
Ensuite, il parle du journal L'Unionnais, si ouvertement soutenu par le clergé de Milan, ce que Pidis désapprouve ouvertement, à cause du grand mal qui en découle. Et puis le pape rappelle que s'il se remet en tout au jugement prudent des évêques, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent toujours approuver les évêques dans toutes leurs actions. Car, écrit-il, même si c'est certainement avec les meilleures intentions, et pour le bien, ils peuvent prendre cependant des dispositions qui ne sont pas toujours opportunes. Et tel est le cas, sans aucun doute, de l'Ariscosa, qui, écrit saint Pidis, l'Ariscosa qui a plutôt mal agi en attaquant ouvertement le séminaire de Milan, et pire encore en accordant cette malheureuse interview. Mais je ne peux pas approuver le moyen de la défense, parce que sans tant de solennité, on pouvait obtenir, à mon avis, de meilleurs résultats. Avant tout, il convient donc de voir si l'Ariscosa a été provoquée. Cette aversion continuelle manifestée à l'Ariscosa et aux journaux qui la soutiennent, cette opposition systématique du journal L'Unionnais, soutenue et défendue par le clergé, cette protestation absolue continuellement répétée sur tous les tons et en tout lieu, à Milan, il n'y a pas de modernisme, ce ne sont certainement pas des arguments qui puissent pousser les rédacteurs de l'Ariscosa, qui combat le modernisme, à la bienveillance envers Milan. Ces rédacteurs du périodique ont tort. Ils ont tort lorsqu'ils se laissent entraîner dans les attaques par la passion, lorsqu'ils tirent des conclusions générales à partir des cas particuliers, et lorsqu'ils s'en prennent aux personnalités. Mais ils ont cependant une circonstance atténuante à leur faute, qu'en connaissant le mal, ils se trouvent face à ceux qui le nient obstinément et utilisent pour se défendre les mêmes armes que celles avec lesquelles ils sont frappés. Dans sa dernière lettre, le cardinal Ferrari avait avoué que même à Milan, le modernisme existait. Quant à moi, écrit saint Pidis, je crois que dans le séminaire et le clergé, sauf quelques exceptions, il n'y a pas de modernisme théorique, mais par contre beaucoup de modernisme pratique. On enseigne la saine doctrine, mais on est plus large dans la manière de l'appliquer. Et lorsque le clergé d'un diocèse est entièrement engagé à maintenir et à défendre un journal qui a depuis longtemps franchi le Rubicon, évidemment ici on parle de l'Unionnais, lorsque le clergé d'un diocèse est entièrement engagé à maintenir et défendre un journal qui a depuis longtemps franchi le Rubicon, un journal qui a éprouvé le besoin d'abandonner le qualificatif de catholique, un journal qui dans ses chroniques, comme n'importe quel autre journal, rapporte des faits déplorables avec luxe de détails, un journal qui dans ses revues recommande des livres peu édifiants et fait l'éloge de personnes aux principes discutables, un journal qui soutient qu'il faut s'adapter à son temps et qu'on doit considérer certaines revendications comme désuètes en acceptant les faits accomplis, un journal qui ne parle jamais de la liberté et de l'indépendance du pape, un journal qui imagine la publication des encycliques et en dicte non seulement le sujet mais aussi les paroles, un journal qui rapporte des journaux de l'étranger ce que lui-même leur avait écrit et expédié. Quand ce clergé réuni pour les exercices spirituels, parmi les recommandations du dernier jour, ajoute celle très vive de soutenir l'Unionnais, qui, en pleine harmonie avec ses confrères
il Corriere d'Italia, il Momento et l'Avvenire s'efforcent d'imposer le silence et d'enterrer, si cela était possible, les censeurs opportuns qui se maintiennent vraiment catholiques, écrit saint Pie X, il est impossible que ce clergé ne s'imprègne pas des principes du journal qui lui est recommandé et qu'il a chaque jour sur les yeux. Il est impossible en outre qu'il ne s'adapte pas à une mentalité vraiment différente de celle dont il devrait être pénétré. De plus, le désir de voir enterrer les journaux qui ne sont pas d'accord avec l'Unionnais et ses comparses s'est douloureusement montré à cette occasion dans laquelle s'est élevé le cri de mort à la Riscosa. Si j'ai été étonné, poursuit saint Pie X, de l'ingénuité des rédacteurs de ce périodique, qui semble-t-il ne connaissent pas encore leurs adversaires acharnés, j'étais encore plus étonné par ceux qui, en exprimant à votre éminence leurs condoléances, montrent qu'ils n'ont pas compris contre qui était faite cette guerre et où aboutissait leur démonstration. C'est justement pour cela que j'ai apprécié l'attitude prudente de cet évêque qui, avant de signer son article, a demandé mon avis et auquel j'ai fait répondre par télégramme: le meilleur conseil, c'est le silence. J'admets, poursuit saint Pie X, que votre éminence ne se laisse pas dominer par certaines personnes, et en particulier par des laïcs dans le gouvernement de son diocèse, et ne voit que rarement Meda et Cornaggia. Mais c'est malheureusement un fait douloureux que le clergé subit le cauchemar de ces messieurs qui défendent le journal qu'ils dirigent. Je ne veux pas non plus vous accorder que votre éminence révérendissime se comporte envers l'Unionnais comme ses confrères de Rome, de Turin, de Bologne, parce que jusqu'à présent je ne crois pas savoir que le clergé de ces diocèses se soit montré chaud partisan des frères de l'Unionnais, et que sous le prétexte du moindre mal, qui au contraire est un mal très grave, il les recommandait. Et que si, eu égard au principe que chaque évêque doit savoir ce qui est plus avantageux pour son diocèse, j'ai respecté l'attitude des évêques qui gouvernent dans leur diocèse, dans lesquels s'impriment ces journaux hybrides, chacun cependant connaît ma pensée à son égard, à cet égard. Et dans aucun des diocèses nommés, le clergé n'a parlé comme à Milan, avec mépris, de l'Unità Cattolica et de la Riscosa, en tâchant de diffuser le journal diocésain comme étant le meilleur par excellence. Donc cette lettre de saint Pie X est forte. Eh bien, le cardinal Ferrari va répondre encore à la lettre du pape. Il répond le 3 avril. Dans cette réponse, on va voir que le cardinal Ferrari est encore préoccupé par son cas particulier. Et il ne réussit pas, est-ce qu'il ne veut pas, j'en sais rien, en tout cas il ne réussit pas à voir les motifs plus élevés et généraux qui déterminaient l'attitude de Pie X. Si la Riscosa a des litiges avec l'Unionnais, dit le cardinal Ferrari, je ne vois pas pourquoi elle s'en prend au séminaire. Or, la chose était bien différente. C'étaient les journaux de pénétration, avec à leur tête l'Unionnais, qui attaquaient continuellement la Riscosa. Ensuite, en ce qui concerne l'Unionnais, en particulier, le pape avait clairement exposé sa pensée. On l'a vu tout à l'heure, ce journal avait franchi le Rubicon. Il le dit, saint Pie X. Et il ne devait pas être appuyé par le clergé. Alors, le cardinal Ferrari cherche à en prendre la défense et il en appelle à ce qu'ont fait d'autres évêques à l'égard de semblables journaux.
Mais cela aussi n'était pas exact, parce que ni à Turin, pour le journal Il Momento, ni à Bologne, pour l'Avvenire, l'autorité ecclésiastique n'avait montré le même intérêt qu'à Milan pour l'Unione. Donc il suffit de dire qu'ici, dans les exercices spirituels qui ont été donnés au clergé en automne 1910, au Collège des missionnaires du Rho, une des résolutions du dernier jour était de toujours soutenir l'Unione. Et puis finalement, dans cette lettre, le cardinal Ferrari exprime sa désillusion, là il exagère, de n'avoir pas eu, durant la controverse, un mot de réconfort de la part du pape, le pauvre. Ce qui n'est pas exact, parce qu'il avait reçu ces paroles de réconfort et d'estime, et à plusieurs reprises, à travers les lettres du cardinal Delay. Il avait seulement manqué un mot officiel de blâme contre la Riscosa, ce que Milan désirait réellement. Ah là oui. Il ne s'apercevait cependant pas que si le pape réprouvait la Riscosa à cause de certaines intempérances, et il l'avait dit clairement dans sa lettre, il ne pouvait cependant pas la désavouer publiquement, étant donné la haine qui se donnait alors libre cours, parce que cela aurait exposé au lynchage non seulement ce journal, mais en même temps toute la presse purement catholique. Donc dans sa lettre, il s'exprime ainsi. Tout d'abord, je ne comprends vraiment pas pourquoi la Riscosa lance ses flèches contre le clergé, qui n'aurait pas pensé blâmer la Riscosa si auparavant il ne s'était vu gravement offensé. Il y revient. Il ne faut pas croire ensuite que les rapports de ce clergé avec l'Unione soient ceux d'élèves à maître. Si le clergé soutient le journal, il en réprouve les défauts. Aujourd'hui moins graves qu'autrefois, précise-t-il. Et sans subir l'influence des laïcs, patrons ou presque de l'Unione. Ensuite, ce clergé tient à l'Unione, comme le Piémont au Momento et l'Émilie à l'Avvenire. Pourtant, certaines flèches viennent blesser le clergé milanais, de préférence. Seulement parce que, à mon avis, il se met plus en avant avec les souscriptions à l'Unione, qui sont bien peu de choses quand on pense que les noms des prêtres publiés dans l'Unione n'atteignent pas le nombre de 300 sur 2200 et désormais cesseront totalement. Les rapports de l'archevêque avec l'Unione sont ceux que j'ai appris 2 fois de votre sainteté. Et là, il est gonflé. La première, lorsqu'elle me recommandait l'union des 2 vieux journaux, et le nouveau journal fut justement appelé l'Unione. L'Osservatore Cattolico restant un hebdomadaire. Et l'autre fois, lorsqu'elle me disait de bien traiter ceux de l'Unione, pour le bien qu'on pouvait en espérer, en corrigeant cependant leurs défauts graves et connus. Donc ce n'est pas un appui de Saint-Pédis. Il use de termes très, j'allais dire, diplomates. Du reste, écrit Ferrari, j'ai fait bien peu pour l'Unione, par rapport à ce qu'ont fait les évêques de l'Émilie pour l'Avvenire et ceux du Piémont pour Il Momento. Si ensuite l'Unione fut recommandée au clergé, on voulait, avec cette recommandation, que le clergé en devienne le patron pour le corriger plus facilement, et qu'il se tienne éloigné de la lecture du Corriere della Sera, puisqu'aujourd'hui même, le clergé veut des nouvelles fraîches. Quoique le vénérable ait regretté Monseigneur Fontana
bien que critiquant à juste titre l'Unionnais, ait fait bon accueil à son propagandiste pour retirer au clergé la lecture du Corriere della Sera, on ne l'a pas entendu dire, comme d'autres, mieux vaut il Corriere que l'Unionnais. Et ici, si votre sainteté me le permet, une allusion au cas de l'encyclique annoncée par l'Unionnais. Fût-ce là un piège tendu à l'Unionnais? Certains le pensent. D'autres journaux annoncèrent l'encyclique avant l'Unionnais, qui en donna un plus long résumé. Or, si une lettre venue de Rome et que j'ai vue disait la vérité, la chose se serait passée ainsi. Le correspondant de l'Unionnais fit le résumé de l'encyclique d'après les épreuves de presse. Il l'expédia à Milan, où il fut imprimé, puis résumé. D'où cette rumeur, lancée par un autre journal, qui fit déchirer les épreuves, et Méda châtia le correspondant en lui signifiant son congé. Enfin, que votre sainteté daigne être indulgente envers moi, si je manifeste de façon candide une de mes illusions désormais perdues. Je m'étais trompé lorsque je pensais ne pas avoir mérité un abandon tel que désormais on le reconnaît publiquement. À ma grande douleur, on en jase. Votre sainteté désapprouve le moyen par lequel l'honneur de ce séminaire et le mien ont été défendus. Je m'incline avec vénération devant votre auguste parole. Cependant, si je me suis trompé, il me semble ne pas être totalement indigne de votre pardon. Car j'ai agi de bonne foi, j'ai agi sur la parole que votre sainteté m'a donnée il y a 3 ans déjà, il insiste, pour un cas beaucoup moins grave, et parce que le moyen dont je me suis servi me paraissait le moindre mal. Mon séminaire, étant accusé publiquement d'être une pépinière de modernisme, accusation très grave si l'on y pense bien, en substance, j'ai répondu ainsi, sans parole injurieuse, ce n'est pas vrai. Et même si cela avait été vrai, un journal catholique n'aurait pas dû lancer sur la place publique cette énorme accusation. Je n'ai rien dit d'autre, et cela me semblait peu. Mais entre-temps arriva cet ouragan d'autres accusations de la part de ce journal, comme la première fois, contre lesquelles s'élevèrent tant de voix, et même celles de très vénérables confrères. J'avoue très sincèrement que j'espérais un signe, même un seul de la part du Saint-Père. Ce fut une illusion, et je m'aperçus que je méritais pire que le silence, parce que quelqu'un qui se tait parmi mes très vénérables confrères a désormais parlé du télégramme qui le rendit silencieux, d'où une autre grande mortification pour moi. Voir mes confrères, au moins indirectement, à cause de moi, désavoués par le Père suprême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.